C'est rapide et rusé. Un Héroltais passionné de moto a eu une bonne idée pour oublier les bouchons dans la circulation. Il propose de conduire ses clients à scooter. Une belle machine de 650 cm3 pour passer dans l'agglomération montpelliéraine sans souci. Sa clientèle est surtout composée d'hommes d'affaires qui doivent prendre l'avion le matin à l'heure de pointe, 10 minutes seulement pour se rendre à l'aéroport et ce pour le prix d'un taxi. Les hommes de la semaine à Montpellier sont les frères Pourcel du célèbre restaurant étoilé Le Jardin des Sens. À l'occasion de la semaine du goût, ils prépareront cette semaine un menu pour les cantines des collèges du département. 3500 repas signés par les deux grands chefs Jacques et Laurent Pourcel seront donc servis aux collégiens. Laure de Beaulieu, France Bleu Héros pour France Info. Les agents d'ambiance dans les transports publics à Béziers semblent avoir fait baisser le nombre d'agressions et d'incivilités à bord des cars de la ville. L'Union des transports publics vient de publier une enquête sur la sécurité au plan national dans laquelle il ressort que les agressions physiques ont progressé de 26% dans les villes de moins de 100 000 habitants. C'est là que l'augmentation est la plus importante. Sauf à Béziers, semble-t-il, 71 000 habitants et 130 chauffeurs des bus occitans qui disent qu'ils n'ont jamais été aussi tranquilles. On est bien loin de la fin des années 90 où les chauffeurs conduisaient, confie-t-il, la peur au ventre. Le dernier cas grave remonte à 2004. Une conductrice avait été agressée par un déséquilibré. Depuis le début de l'année, on comptabilise seulement 2 vitres cassées. Des chauffeurs qui attribuent cette situation singulière à la présence de 6 agents d'ambiance qu'on appelle des vérificateurs de perception, recrutés dans les quartiers sensibles de Béziers. Ils anticipent les tensions par le dialogue. Résultat, sur 5000 contrôles dans les cars par mois, moins de 10 PV sont dressés. Comme à chaque période de vacances scolaires, les aéroports vont faire le plein de voyageurs, des usagers du transport aérien, pas toujours attentifs aux nouvelles mesures de sécurité imposées par les autorités, Thierry. C'est exact et cela engendre un énorme gaspillage que chacun peut constater lors des embarquements pour des vols au départ des aéroports européens, quelle que soit la destination finale. Impressionnant est le volume de flacons de parfums, de shampoings, de déodorants et de mousse à raser qui part chaque jour dans les poubelles des aéroports. Au moment où l'on parle d'écologie et de sauvetage de la planète, voilà qui manque totalement de cohérence. Alors, pour éviter de gaspiller, si vous devez prendre l'avion, voilà un rappel précis de ce qu'il faut faire. Le plus simple, c'est de mettre un maximum de choses dans le bagage qui ira dans la soute de l'avion. Si malgré tout vous souhaitez garder avec vous en cabine, dans un bagage à main, quelques effets de toilette ou des boissons par exemple, je vous rappelle les mesures qui concernent les liquides, les gels, les mousses et les pâtes. Les pâtes, c'est par exemple du dentifrice. Aucun flacon, tube, aérosol et bouteille de plus de 100 millilitres. Si vous avez acheté une canette de soda avant le départ, elle contient généralement 33 centilitres, soit 330 millilitres. Et même s'il n'en reste que 100 millilitres lorsque vous embarquerez, vous ne serez pas autorisé à la conserver avec vous car son emballage sera supérieur à 100 millilitres. En fait, nombreux sont ceux qui ignorent que la limitation de volume s'applique à l'emballage et non au contenu. Pour pouvoir vous suivre en cabine, les flacons de 100 ml maximum doivent être placés dans un sac en plastique transparent dont les dimensions ne dépassent pas 20 cm par 20 cm et chaque passager n'a droit qu'à un sac plastique. Attention, c'est vraiment petit. Enfin, il existe des dérogations pour les aliments pour bébés et les médicaments dont vous pourrez fournir la prescription médicale. Nous sommes en direct de Bretagne, dans un petit village de pêcheurs où la violente tempête d'hier a fait des dégâts considérables. Quelle est la situation aujourd'hui, monsieur le maire ? La situation est très difficile. 25 000 foyers sont encore privés d'électricité et EDF n'envisage pas le retour à un service normal dans les prochaines heures. Tout pourrait rentrer dans l'ordre d'ici à la fin de la semaine. Mais avec le froid qui sévit en ce moment, on craint un peu les jours qui viennent. On dit que les secours auraient réussi à atteindre les maisons qui avaient été isolées par les chutes d'arbres sur la route. Il n'y aurait pas de victimes. Vous confirmez cette information ? Oui, les engins viennent de finir de déblayer la chaussée et on a pris contact avec les habitants de ces maisons. Il y aurait 2 blessés légers, mais compte tenu de l'ampleur de la catastrophe, ce n'est rien du tout. Et le téléphone ? France Télécom devrait rétablir les lignes dans les heures qui viennent. De ce côté-là, ça va aller.
Le port a subi des dégradations importantes, n'est-ce pas? Ah, ça oui, nous ne sommes pas encore en mesure de dresser un bilan complet, mais les dégâts sont très très importants et les travaux de remise en état pourraient se chiffrer en millions d'euros. Francine, vous êtes vendeuse, responsable du rayon chaussures pour femmes aux Galeries Royales. Comment s'est passé ce premier jour de solde? Comme toujours, le premier jour, c'est de la folie. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les clientes sont prêtes à tout pour faire de bonnes affaires. Enfin, pas toutes, mais si elles ont repéré des articles qui les intéressent avant les soldes, elles se jettent dessus de peur qu'une autre les prenne à leur place. Il y a aussi celles qui veulent tout essayer, celles qui discutent les prix soldés pour avoir un rabais plus élevé. C'est épuisant. C'est quand même une ambiance sympathique, non? Bah, pas toujours. Ce matin, j'avais 2 clientes intéressées par la même paire de chaussures. L'une avait le pied droit en main, l'autre le pied gauche. Et c'était la dernière paire. Vous me croirez si vous voulez, mais ni l'une ni l'autre ne voulaient renoncer à les acheter. Histoire de rigoler, je leur ai proposé de leur en vendre chacune une, mais ça ne les a pas fait rire du tout, au contraire. Donc les soldes aux Galeries Royales, ça marche bien. Bien sûr que ça marche. Mais à mon avis, il fait beaucoup trop doux pour qu'on vende tout le stock de bottes qu'on a en magasin. On n'a pas eu d'hiver cette année, alors bien sûr les bottes, ça c'est pas très bien vendu. Vous étiez à la manifestation des fonctionnaires à laquelle tous les syndicats ont participé aujourd'hui, place de la République. Qu'espérez-vous obtenir du gouvernement? Une vraie hausse des salaires. Ce que le gouvernement nous a accordé ne correspond même pas à l'augmentation du coût de la vie. Il y a un minimum au-dessous duquel on ne peut même pas discuter. Ça fait 6 ans qu'on nous demande de faire des efforts. C'est inadmissible. Vous êtes prêt à faire la grève pour ça? S'il le faut, bien sûr. 3 syndicats ont déjà déposé un préavis de grève pour le 8 février. Les autres ne se sont pas encore prononcés, mais je pense qu'ils vont les rejoindre. On ne peut pas continuer à regarder notre pouvoir d'achat fondre comme neige au soleil sans rien faire. Il faut que le gouvernement ouvre de véritables négociations auxquelles doivent participer tous les syndicats. Que pensez-vous de l'idée couramment répandue selon laquelle vous avez déjà beaucoup d'avantages en tant que fonctionnaire? Mais madame, parmi les fonctionnaires, il y a beaucoup de bas salaires, des salaires avec lesquels il est impossible de vivre décemment aujourd'hui. La sécurité de l'emploi, c'est bien, mais ça ne suffit pas à nourrir une famille. Quand on voit les prix des loyers aujourd'hui, on ne peut pas vivre avec le SMIC. C'est impossible. L'eau potable avant le téléphone portable donc. Eh bien, il y a encore du chemin à parcourir quand on sait que plus d'1 milliard d'habitants sur Terre boivent toujours de l'eau non potable. Parallèlement, on vient de dépasser le cap des 2 milliards de possesseurs de téléphones portables et la barre des 3 milliards devrait être atteinte en 2010. Sur ce marché, la source de croissance vient maintenant de pays comme la Chine, l'Inde, l'Europe de l'Est, l'Amérique du Sud et l'Afrique. L'eau potable avant le téléphone portable donc. Le téléphone devenu si démocratique qu'il ne représente plus une marque de statut social. Montre-moi ton portable, je te dirai qui tu es. C'était vrai il y a 10 ans, ça ne l'est plus aujourd'hui, Jérôme Colombin. C'est ce qui ressort d'une étude de l'AFOM, l'association des opérateurs mobiles. Selon cette enquête, le portable, qui a conquis 75% de la population française en une dizaine d'années à peine, serait devenu un outil fort démocratique. Alors que dans les années 90, posséder un téléphone cellulaire était l'apanage des hommes d'affaires branchés, aujourd'hui, ce n'est plus entre riches et pauvres que l'on voit des différences, ni entre hommes et femmes, mais en fonction de l'âge. Les jeunes sont les plus gros utilisateurs, tandis qu'à partir de 40 ans, ça se complique, et l'on commence à trouver des réfractaires, ou carrément des analphabètes du mobile qui ne savent ni consulter leur messagerie, ni envoyer un SMS. Cette étude, sans réelle surprise, confirme que les Français sont de plus en plus attachés à leur mobile. C'est l'outil dont nous sommes le moins prêts à nous séparer, paraît-il, avant même Internet ou la télé. On n'hésite pas à faire demi-tour le matin si on l'a oublié à la maison. En ce qui concerne la gêne occasionnée par les mobiles, eh bien, les utilisateurs seraient de plus en plus tolérants les uns vis-à-vis des autres. On râle moins contre un voisin dont le téléphone sonne quand on sait que cela peut aussi nous arriver. Ce qui déclenche le plus d'empathie et de compréhension, paraît-il, c'est le coup de fil de la babysitter. Le portable est surtout devenu un signe de reconnaissance en fonction de la manière dont on le personnalise. Changer la coque, la sonnerie ou le fond d'écran est aujourd'hui un sport national chez les jeunes. Le rapport au mobile serait quasi affectif.
Et puis, il y a les accros du mobile qui le tripotent juste pour passer le temps ou qui vérifient en permanence s'il y a bien du réseau. Seuls 9% des utilisateurs s'inquiéteraient du problème des ondes radio. Dans son rapport rendu cette semaine, la mission parlementaire d'information sur l'interdiction du tabac recommande de bannir la cigarette des lieux de travail et des lieux collectifs. Elle ouvre aussi la possibilité de construire des fumoirs clos équipés de systèmes de ventilation. Ces interdictions de fumer existent dans d'autres pays européens, dans les entreprises allemandes, dans certains lieux publics en Autriche et en Belgique, ou dans les bars et restaurants italiens. Mais les résultats ne sont pas toujours satisfaisants, selon Nicolas Villain du Comité national contre le tabagisme. En Italie, par exemple, la mesure était annoncée principalement comme une mesure de protection des non-fumeurs. Le résultat est que dans les entreprises de l'accueil, restaurants, cafés, bars, discothèques, 98% des salariés et des publics sont protégés du tabagisme passif dans les locaux. Mais 2% ne le sont pas. C'est-à-dire qu'il y a toujours des salles spéciales ventilées fumeurs ou des fumoirs dans 2% des entreprises de l'accueil où il y a une pollution très importante qu'ont à subir les salariés pour que une clientèle bien spécifique puisse fumer. Alors vous avez ensuite l'Espagne qui a instauré une interdiction totale de fumer dans les lieux de travail, mais là aussi c'est pas une vraie interdiction totale. Dans les restaurants, cafés, discothèques de plus de 100 mètres carrés, vous pouvez avoir une zone fumeur, une zone non fumeur, et en ce qui concerne les entreprises de l'accueil de moins de 100 mètres carrés, en Espagne c'est encore pire, puisque le patron fait ce qu'il veut. Et quels sont les résultats en Irlande ? Alors en Irlande, en revanche, les résultats sont bons. Il n'y a pas de fumoir. Les fumeurs sont simplement invités à bien vouloir aller fumer leurs cigarettes dehors s'ils le veulent. Et donc ça permet de protéger parfaitement les salariés et les publics. En 2007, de nouvelles mesures seront appliquées en Angleterre avec, comme en Irlande, l'interdiction du tabac dans tous les locaux de travail et les lieux publics. Un violent incendie s'est déclaré cette nuit dans un immeuble parisien dans lequel logeait une dizaine de familles. Le feu aurait pris dans la cage d'escalier vers 5 heures du matin et on ignore encore s'il s'agit d'un accident ou d'un acte criminel. Les dégâts sont considérables, mais d'après les pompiers qui sont intervenus très rapidement, il n'y aurait que 2 blessés légers. L'appartement du dernier étage, dans lequel les secours n'ont pas encore pu entrer, serait vide depuis quelques jours. Les locataires auraient quitté l'appartement après une violente dispute avec le propriétaire. Sur place, Rémi Vouillet. Oui, Jean-Paul, la police est actuellement sur les lieux afin de déterminer les causes de l'incendie, alors que les pompiers continuent à déblayer l'escalier. Les dégâts, comme vous l'avez dit, sont très importants, et il faudra encore plusieurs heures pour que le quartier puisse reprendre une vie normale. Les familles sinistrées accusent le propriétaire d'avoir volontairement mis le feu à l'immeuble pour les obliger à quitter les lieux. Quant au propriétaire, il estime que l'imprudence de ses locataires est probablement la cause du sinistre. La police va donc enquêter sur cette affaire. Les locataires espèrent être relogés au plus vite. Ils ont refusé de s'installer dans un hôtel voisin de peur que les services sociaux ne les y oublient. Ils demandent des logements décents pour eux et leurs enfants. Alors, il paraît que tu t'es inscrit sur les listes électorales ? Oui, finalement, j'ai cédé à la pression. Quelle pression ? Tu fais ce que tu veux. Je fais ce que je veux, mais à chaque élection, tout le monde me reproche de ne pas y aller. Alors cette fois, j'y vais. Tu vois, on avait raison alors. J'ai pas dit ça. Tu sais comme moi qu'ils promettent tout ce qu'on veut avant les élections et qu'après ils font n'importe quoi. Alors, je suis pas sûr que ça serve à grand chose. Mais bon, faut essayer. Je vois que tu es toujours aussi optimiste. Réaliste, tu veux dire? Tu vas voter pour quel candidat? N'importe lequel, ça m'est égal. Mais non, je te dis ça pour t'énerver. Je ne sais pas encore. Je vais voter, c'est ce que tu me demandes depuis des années. Tu devrais déjà être contente, non? Si tu votes pour n'importe qui, ce n'est pas la peine de te déplacer. Alors il faudrait savoir. Avant tu me disais, l'important c'est de participer, tu peux voter pour n'importe qui, ça c'est ton problème. Et maintenant tu veux que je vote comme toi? Tu veux que je vote blanc? T'es jamais contente. Tu as encore un petit conseil à me donner? Tu m'énerves. On peut jamais parler sérieusement avec toi. Oh, on ne va pas se fâcher pour ça. Ça n'a pas tellement d'importance, finalement. C'est plus possible, Ludo. Il faut que tu trouves un travail, sinon on va rester chez nos parents jusqu'à quel âge? J'en ai marre, moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sais bien que je cherche.
Et à moins que je prenne n'importe quoi, y a rien. Et pourquoi tu prendrais pas n'importe quoi en attendant? Tu plaisantes? J'ai pas fait 5 années d'études supérieures pour ça. Je refuse de prendre un boulot idiot. Je vais me sentir frustré toute la journée, en situation d'échec. Non. Et pourquoi pas? C'est provisoire. Tu sais bien que si je fais ça, je risque de ne plus pouvoir m'en sortir. Si tu continues à chercher, tu finiras par trouver. À condition que j'ai le temps de chercher. Quand je passerai toutes mes journées à faire un truc idiot, tu crois que j'aurai encore la pêche pour lire les petites annonces le soir? Je n'y arrive déjà pas en ne faisant que ça, alors tu imagines quand je travaillerai? En plus, si je fais n'importe quoi, ça va me déprimer. Je te l'ai déjà dit, j'aurai le sentiment d'avoir raté quelque chose, d'être un raté même. Oh non, ce serait du gâchis. Tu exagères. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait, nous deux? On attend encore un peu. Y a pas urgence. Sauf si moi, je prends tout en charge. L'appart, la bouffe. Je veux pas te faire de peine, mais avec ton salaire, ce n'est pas très réaliste. Aujourd'hui peut-être, mais demain? Quoi, demain? Il se pourrait que j'ai une promotion. Écoute Lola, c'est déjà dur de me faire entretenir par mes parents à mon âge, mais par toi, il n'en est pas question, c'est clair. Ah, parce qu'en plus t'es macho. Ah ben bravo. Vous venez chez moi dimanche? Moi je peux pas, je travaille. Oh, c'est nul, le dimanche c'est pas fait pour travailler. Bah attends, t'es marrant toi, c'est bon pour le commerce. Depuis quand tu travailles le dimanche? Bah ça fait déjà 1 an maintenant. C'est assez contraignant, non? Bon, sauf si tu es payé double. Heureusement je suis payé double, parce que sans ça je vois pas comment je ferais en fin de mois. C'est bon pour le commerce, imagine si tous les magasins étaient ouverts le dimanche. Et les gens, les salariés, à quel moment ils se reposent dans la semaine? Bah on a d'autres jours de congé à la place. Ah, voilà, puis pense aussi aux gens qui travaillent le samedi. En supposant que tu travailles le samedi, tu es bien content de pouvoir faire tes courses le dimanche. Si tu travailles en plus toute la semaine, enfin, il y a des gens que ça arrange énormément. Bah oui. Bah, disons, en admettant que tu aies plusieurs jours de congé, enfin, que tu aies des jours de congé supplémentaires par rapport aux autres salariés, c'est intéressant. Sinon, je vois pas l'intérêt de travailler le dimanche. Bah forcément, mais heureusement on en a justement. Ah bon? Bah oui, sinon je bosserais pas le dimanche. Je bosserais toute la semaine comme tout le monde. Mais t'as plus d'heures de rattrapage de RTT, toi, ou? Non, c'est la même chose, sauf que j'ai un salaire plus élevé et c'est tout. Et au cas où tu travaillerais pas le dimanche, t'aurais le droit de faire quoi en fait? De travailler dans la semaine comme les autres? Oui, ça c'est un choix que j'ai fait moi. Monsieur le ministre, S'il vous plaît, monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire quelques mots sur les mauvais chiffres de la violence routière du mois dernier? Rapidement, oui. Je suis consterné par l'augmentation des accidents sur les routes. Vous avez entendu les chiffres, 10% de morts en plus. C'est donc le plus mauvais résultat depuis plus d'1 an. L'irresponsabilité dont certains conducteurs font preuve au volant est à mes yeux criminelle. En conséquence, il va falloir revoir les peines à infliger à ces conducteurs irresponsables. On ne peut pas accepter qu'une minorité mette en danger la vie de tous les autres. Quelles mesures comptez-vous prendre? Eh bien, l'installation des radars continue. Vous savez comme moi que les 2 principales causes de mortalité sur les routes sont la vitesse et l'alcool. C'est pourquoi des contrôles surprises seront effectués plus régulièrement sur les routes. Le week-end dernier, les policiers ont remarqué un net relâchement dans le respect des limites de vitesse. Un petit exemple, un conducteur a été contrôlé à 172 km/h sur une route limitée à 90. Et du coup, il a perdu son permis de conduire. Tant qu'il y aura des automobilistes qui adopteront ce type de comportement, on aura du mal à maîtriser la violence routière. Chacun doit être responsable de sa vie, mais aussi de la vie des autres. Merci, monsieur le ministre. Merci. Bonjour mademoiselle. Bonjour madame. Alors, vous êtes à la recherche d'un emploi depuis 6 mois? Oui, c'est ça. Nous nous sommes vus à l'occasion de votre inscription à l'ANPE, et puis il y a 2 mois. Non, 1 mois. Vous vous souvenez, vous m'aviez parlé des concours. Ah oui, bien sûr. Excusez-moi, j'ai tellement de dossiers à traiter qu'il m'arrive de faire des confusions. Alors, où en êtes-vous de votre recherche d'emploi? Eh bien, j'ai refait mon CV, comme vous me l'aviez conseillé,
Et j'en ai envoyé pas mal, accompagnées de lettres de motivation. Mais je suis un peu déçue de voir qu'en général, on ne me répond même pas. Ça ne veut pas dire que votre candidature soit mauvaise. J'imagine que ces entreprises reçoivent tant de demandes qu'elles ne peuvent pas répondre à tout le monde. Peut-être, mais dans tous les cas, ce n'est pas très encourageant. Ça, je vous l'accorde. Est-ce que vous avez réfléchi à ma proposition de la dernière fois? Pourquoi ne passeriez-vous pas le concours des IUFM? Professeur des écoles, c'est un bon travail, non? Eh bien, en ce moment, je déprime tellement que je ne suis pas sûre d'être capable de préparer un concours aussi difficile. En outre, les chances de réussite sont si faibles que je ne sais pas si c'est un bon choix pour moi. Oui, je comprends, mais je crois qu'avoir un objectif clair, ce serait également bon pour votre morale. De plus, vous savez que l'ANPE peut prendre en charge financièrement votre préparation au concours. Donc réfléchissez. C'est une chance pour vous, non? Bien sûr. C'est quand même inadmissible que les jeunes soient aussi impolis de nos jours. Pourquoi ne peuvent-ils plus céder leur place aux personnes âgées dans le bus sans qu'on le leur demande, par exemple? Mais madame, beaucoup le font. Je vois ça tous les jours. Je ne suis absolument pas d'accord avec vous. D'ailleurs, une récente enquête a montré que les jeunes ne sont pas plus impolis aujourd'hui qu'hier, bien au contraire. Il semble même qu'ils soient plus courtois que leurs aînés. Ça ne me paraît pas très sérieux. Vous voyez bien que les incivilités se multiplient dans notre ville. Impolitesse, petits vols, agressions plus ou moins graves. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on lise ce genre de choses à la une de la presse locale. Le respect n'est même plus enseigné à l'école. Ça ne veut pas dire que c'était mieux avant. Bien sûr qu'il y a des jeunes mal élevés, mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Les enfants impolis n'ont peut-être pas des parents très respectueux des autres. Sans être trop caricatural, je pense tout de même que les enfants reflètent souvent les parents. Vous connaissez l'expression « les chiens ne font pas des chats ». Sans vouloir vous vexer, je dois dire que je vous trouve bien naïf. Les enfants subissent aujourd'hui bien d'autres influences que celles de leurs parents. Il est impossible de tout maîtriser. Alors, les parents démissionnent, c'est plus simple, et on voit le résultat. Selon moi, le résultat n'est pas si mauvais. Faisons un peu plus confiance aux jeunes. Ils nous réservent peut-être de bonnes surprises. Vous comprenez bien que les régimes spéciaux ne peuvent plus durer. C'est une forme d'inégalité inacceptable dans un pays qui prétend être égalitaire. Même si on a quelques privilèges, on peut comprendre ça. Vous, monsieur, par exemple, à quel âge avez-vous pris votre retraite? 56 ans, c'est vrai. Mais madame, ce sont des avantages que nous avons acquis en raison de nos conditions de travail particulières. Soyons sérieux. Vous savez bien qu'il y a des métiers beaucoup plus pénibles. Mais nous, dans le métro, nous ne voyons jamais la lumière du jour. Vous imaginez toute une vie de travail sans voir le jour? Bien que ça vous paraisse injuste, moi je trouve normal qu'on puisse bénéficier de quelques avantages quand même. Mais je suis d'accord. On n'a qu'à vous proposer de faire une partie de votre carrière dans des bureaux. Vous ne serez pas toujours sous terre. Il faut être réaliste. Il y a des métiers beaucoup plus pénibles. Que certains puissent prendre leur retraite à 55 ans quand d'autres ne peuvent pas l'obtenir avant 65, c'est profondément injuste. J'ai beau faire un effort pour vous comprendre, je ne peux pas accepter vos arguments. Ce sont des avantages que nous avons négociés, madame. Mais monsieur, qui paie pour ces retraites? Excusez-moi, je vous arrête. Ce débat est intéressant, néanmoins, nous devons donner la parole à d'autres auditeurs. Régine voudrait intervenir. Oui, merci. Malgré tout, moi, je suis d'accord avec le monsieur. Quand on choisit une profession, on en connaît les avantages et les inconvénients. C'est normal que la règle du jeu ne change pas en cours de route. Ah ben voilà, c'est précisément à cause de ce type de raisonnement que rien ne change dans ce pays. Nous allons prendre tout de suite une auditrice qui est en ligne, Diane, c'est Diane je crois. Alors Diane, la télévision pour vous répond-elle aux attentes des téléspectateurs? Nous vous écoutons. Écoutez, sans doute, je pense qu'elle doit répondre à certaines attentes d'un certain public. Enfin, on voit vraiment des choses effrayantes. Je suis tombée par hasard sur une émission et je ne sais pas qui peut regarder ça régulièrement. Et il paraît qu'il y a des gens qui regardent ça régulièrement. Enfin, c'est effrayant. Ça exploite le pire des gens. Non mais attendez, comment voulez-vous qu'on s'élève? Comment voulez-vous qu'on s'élève avec des choses pareilles? Bien, nous allons prendre maintenant Hélène qui est en ligne. Hélène, vous êtes, je crois, pas de l'avis de Diane. Ben oui, mais, enfin pas du tout. Moi, je suis pas d'accord avec elle. Moi, ça m'intéresse la vie des gens. On n'est pas tous des intellectuels.
Moi, ça me divertit, ça me fait plaisir de voir des gens humains qui me ressemblent. Donc la télévision répond à votre attente. Oui, complètement. Vous êtes satisfaite? Oui, moi j'aime bien ces émissions, c'est distrayant, j'oublie mes problèmes, j'oublie ma journée qui était dure. Je sais pas ce qu'elle lui faudrait à Diane. Moi ça me plaît, ça me va. Très bien, merci Hélène. On va peut-être reprendre Diane. Diane, vous êtes toujours là? Écoutez, moi j'entends là cette jeune fille. Écoutez, mais il faut quand même bien se dire que où qu'on aille sur toutes les chaînes, on est confronté à cette médiocrité. Alors, nous sommes nivelés par le bas, Diane, monsieur. on vous entend bien. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il en faut pour tout le monde, finalement? Non. Et qu'une Alors, télévision voyez-vous, doit répondre, après tout, elle a à la un demande rôle, de tout le monde. elle a une mission, et certainement pas d'entraîner les gens vers le bas, monsieur. Ça, certainement pas. Hein? Alors, ça, et surtout un service public. Hein? Alors, bien sûr, il y a toutes ces chaînes du câble, on peut aller là où on veut, chercher l'horreur, hein, le porno, tout ce que vous voulez. Mais là, le service public, au moins qu'il ait une exigence de qualité, élever les gens, et ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a pas que le service public, il y a aussi d'autres C'est ce que je chaînes vous qui dis, sont monsieur. privées. Je vous parle du service public. Sans les citer, hein, parce qu'on n'a pas cité Je toutes vous les parle du émissions, service mais j'ai cru public. comprendre que certaines émissions n'étaient pas des Je vous émissions parle du service public, monsieur. Et où qu'on aille sur le service public, quoi qu'on fasse, je ne sais qui, là encore. Bah, écoutez, c'est effrayant. Moi, je suis effarée. Je ne vais plus payer ma redevance. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Eh bien, écoutez, justement, avoir une exigence et ne pas céder. Ah, évidemment, ça rapporte énormément d'argent. Parce que vous savez que ça marche avec... Même le service public marche avec la publicité. Alors, vous savez où on en est, là? C'est l'argent qui mène le monde, monsieur. C'est l'argent qui mène le monde. Et pas dans le meilleur. Bilan 4, page 84. Qu'est-ce que vous faites pour la Saint-Valentin? Oh, rien. Pourquoi? Parce que c'est une fête commerciale. Alors on ne veut pas y participer. Et toi, Carole, je croyais que tu aimais tellement faire la fête que tu ne ratais jamais une occasion. Oui, mais là c'est spécial. Si ça énerve Cédric, je préfère qu'on ne fasse rien. Et puis je suis d'accord avec lui. On n'est pas obligé de faire n'importe quoi parce que c'est le 14 février. On fait pas n'importe quoi, on se fait plaisir. Tu as vu le prix des roses aujourd'hui? Quoi que tu fasses, où que tu ailles, on te fait tout payer au prix fort. Ça, c'est vrai. Mais moi, bien que ce soit hors de prix, j'ai acheté des super chocolats pour Nino. Une fois de temps en temps. C'est ça le problème. Moi, j'ai rien contre la Saint-Valentin, à condition que ce soit une fête sentimentale. Si c'est commercial, ça m'intéresse pas. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, Nino a pris un jour de RTT. Du coup, on va passer la journée à Paris. Ça va être sympa. Tu as beau dire que c'est une fête commerciale, ça nous fait quand même plaisir d'en profiter. Sauf si tu sais que tu peux faire la même chose le lendemain pour moitié prix. Oui, mais c'est pas pareil. Moi, si je sais que les autres font la fête, j'ai une envie irrésistible de la faire aussi. Il m'est arrivé d'être malade une fois ou deux, j'étais vraiment déprimée. Mais nous, on n'est pas malades. Tout va bien. Vous allez quand même passer la soirée ensemble? Bah évidemment. À moins que l'un de nous décide de quitter la maison. Et c'est même moi qui vais faire la cuisine. Aïe, 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 de pire en pire. Au cas où vous changeriez d'avis, je vous donne l'adresse d'un petit resto sympa. Les œuvres présentées ici. Connaissez-vous le musée du Quai Branly qui a ouvert ses portes en 2006? Non? Eh bien, l'ayant moi-même visité il y a quelques jours, je vous conseille d'y aller au plus vite. L'exposition permanente du musée rassemble 3500 objets, invitant le visiteur à voyager dans le temps et l'espace. En effet, toutes les œuvres présentées ici sont chargées d'exotisme. Venues d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques, elles nous font découvrir les civilisations anciennes, non occidentales, qui n'avaient pas jusqu'alors reçu toute la considération qu'elles méritaient. Créé à l'initiative du président Jacques Chirac, le musée devait d'abord s'appeler Musée des Arts et Civilisations, puis Musée des Arts Premiers. Mais finalement, il porte le nom du lieu où il se trouve, le Quai Branly. L'expression « art premier » ayant été écartée car elle risquait d'être interprétée de manière péjorative. Conçu par l'architecte Jean Nouvel, le musée, comportant 4 bâtiments, est intégré dans un environnement végétal, original et situé à 2 pas de la Tour Eiffel. Alors, pour l'intérieur comme pour l'extérieur, croyez-moi, le musée mérite votre visite. Vous cherchez une bonne idée pour vos prochaines vacances?
Essayez la randonnée en vélo organisé. C'est simple. Vous allez avec votre valise jusqu'au point de départ de votre périple et une fois arrivé, vous n'avez plus à vous occuper de rien. On vous confie un vélo en excellent état, un casque, une carte et il ne vous reste plus qu'à pédaler. Pour le reste, l'organisateur se charge de tout. Il a réservé pour vous de confortables hôtels de charme dans lesquels vous pourrez vous reposer à l'étape. Et enfin gastronome, il a également choisi pour vous des petits restaurants où vous pourrez déguster dans un cadre agréable les bons produits du terroir. Quant à vous, la seule obligation que vous ayez, c'est d'arriver chaque jour jusqu'à un nouvel hôtel. Pendant que vous pédalez, vos bagages sont acheminés en voiture jusqu'à l'étape suivante et vous y attendent tranquillement. Pour avoir essayé cette formule moi-même, je vous garantis que c'est un excellent moyen pour changer de rythme et décrocher de la réalité quotidienne. Fini le stress et la précipitation, vous pouvez calmement admirer le paysage tout au long du voyage. Attention, un bon circuit ne doit être ni trop facile, ni trop difficile. Ne surestimez pas trop vos capacités physiques. Pour avoir commis cette erreur, l'un de mes amis a dû prendre une semaine de repos après ses vacances. L'arrière-saison est idéale pour programmer une escapade à Athènes. Les terrasses sont encore largement garnies et les avions moins chargés qu'en plein été. Depuis l'épisode olympique en 2004, la ville a beaucoup changé. Si Athènes semble avoir relégué les sites archéologiques au second plan, c'est une fausse impression. D'ailleurs, il faut commencer son séjour par là. Pour ce faire, soit vous établissez vous-même votre itinéraire, soit vous empruntez un bus touristique qui, pour 44 € par personne, vous conduira d'un site à un autre pendant une demi-journée, avec possibilité de monter et descendre du bus à volonté. Lors de l'arrêt à l'Acropole, pensez à visiter l'Anafiotika. Il s'agit d'un village des Cyclades, avec ses ruelles, ses escaliers étroits, ses maisons caractéristiques, tout cela situé au pied de l'Acropole. L'après-midi du premier jour, après l'immersion dans l'Antiquité vécue le matin, prenez le temps de flâner dans le centre-ville. Boutiques, cafés, petites places charmantes, mais aussi galeries d'art et marchés foisonnent. Le soir, c'est dans le quartier de Psyrie qu'il faut se trouver pour passer de bons moments au milieu des Athéniens. Le deuxième jour vous donnera l'occasion de faire l'expérience du remarquable métro d'Athènes. Superbe, d'une propreté exemplaire, certaines de ces stations sont des œuvres d'art elles-mêmes, d'autres de véritables musées. Une matinée consacrée au musée, justement, incontournable, le musée national archéologique, la Pinacothèque nationale, le musée d'art cycladique, le musée byzantin et chrétien, ainsi que le musée Benaki. Il faudra faire un choix. 3 informations pratiques pour finir. Depuis l'adoption de l'euro, comme chez nous, les prix ont considérablement augmenté. Le niveau de l'hôtellerie s'est considérablement élevé, avec aujourd'hui de très beaux établissements. Et enfin, côté météo, l'automne est très doux à Athènes. Faire découvrir aux Français une culture francophone qu'ils méconnaissent bien trop souvent. Faire débarquer la francophonie en France. C'est l'ambition de Francophonie avec 3 F, le festival de la francophonie en France. Plus de 400 manifestations dans 120 villes de France et des dom-toms qui s'achèvent à l'automne. La francophonie, un concept souvent mal défini, associé par beaucoup au passé colonial de notre pays. D'où le pari de la commissaire générale du festival, Monique Vaught, donner une autre image des écrivains et des artistes du monde entier qui ont choisi le français comme langue d'expression. Le public a très bien compris qu'il y a des gens qui ont choisi le français, même s'ils sont vietnamiens ou autres, et qui rentrent à plein titre dans les rayons de la littérature française, parce que je dirais que dans 100 ans, 200 ans ou plus, pour nous, ils seront là au même titre que Victor Hugo et Alain Mabankou sera à côté de Maupassant, etc. dans les rayons. Donc les mentalités évoluent. Bien sûr, il fallait juste en prendre conscience. Mais je vais vous dire une chose, moi-même, j'ai été très surprise. Parce qu'en fait, en commençant cette manifestation, j'étais partie un petit peu sur les a priori français. C'est-à-dire que j'essayais de répondre à ce que mes partenaires français me disaient et qui avaient tendance à dire « Ah, il faut valoriser, il faut aider ». Vous savez, un petit peu une mentalité comme ça, d'ailleurs, pas négative, hein, je veux dire, sauvons le monde. Et on s'est rendu compte qu'on avait en face de nous des gens qui nous disaient « Nous sommes les intellectuels de nos pays ». Nous sommes des artistes, nous avons des difficultés comme vous en avez vous-même, qui sont celles de la reconnaissance, celles de la distribution. Et donc,
un moment comme celui-là nous permet de dire que nous avons un certain nombre d'amis, d'alliés, de cousins, de parents, de par le monde, qui à plein titre peuvent rentrer dans notre culture française, qui sont dans notre culture française et qui font partie de notre culture française. Je crois que ce festival francophone en France aura effectivement démontré que la France n'est pas au centre de la francophonie. Et surtout, certains hypocrites prétendent que c'est le meilleur ami de l'homme. Ne les croyez surtout pas, si le chien aime la compagnie de l'homme, ce qui reste à prouver, aucun homme n'aime se faire traiter de chien. Dans notre langue, un chien est un individu sans foi ni loi, et dans l'espace francophone, il ne vaut pas mieux. Du Cameroun à l'Algérie et surtout au Québec, on n'a que mépris pour le chien, une insulte curieusement réservée aux mecs. À Montréal, un chien se reconnaît par les chienneries qu'il raconte sur les autres. Dire une chiennerie, c'est comme sortir une vacherie, mais en plus vache. Une petite méchanceté gratuite et cruelle pour se faire du bien. Au rayon vacherie, chiennerie, le top, c'est de dire du mal des fringues des autres, et les Québécois peuvent être très vaches sur l'habillement de leurs semblables. Si dans un cocktail mondain au Québec, on murmure que vous êtes sapé comme la chienne à Jacques, trouvez vite un miroir, vous êtes sans doute très mal fagoté. Mais l'usage du mot chien dans le parler québécois peut être plus obscur. Là-bas, on peut dire d'un malfrat qu'il a la chienne depuis que son chien est mort. En clair, il a la trouille, il flippe depuis qu'il n'a plus la baraka, qu'il a perdu tout espoir. Ne plus avoir de chien, c'est manquer d'énergie, de pêche, de niaque, comme on dirait ici. Tout le contraire de l'expression « manger du chien ». Manger du chien qui se dit aussi au Burkina. Les jeunes burkinabés y avaleraient une viande censée être du chien lors de leur circoncision. Ne grimacez pas, le chien aurait du goût, surtout servi bien chaud. Un chien chaud, comme on dit au Canada, c'est hot dog, ces chiens que nous adorons tant manger. La biographe Anne. Elle aurait sans nul doute été surprise de sa célébrité. Elle la doit à ses lettres. Marie de Rabutin-Chantal, marquise de Sévigné, demeure une des plus grandes épistolières françaises. Cette femme élégante et spirituelle, qui vécut il y a quelque 350 années, a fait preuve dans sa correspondance d'une véritable modernité. La biographe Anne Berny. Je crois qu'elle aurait été horrifiée si elle avait découvert qu'on mettrait le nez dans ses lettres. C'est une correspondance terriblement privée. Elle se mêle de choses qui ne la regardent absolument pas, qu'elle est très crue et débat de sujets familiaux qui n'auraient jamais dû sortir précisément de la famille. Elle est une femme de son temps, mariée fort jeune au marquis, un homme infidèle qui meurt dans un duel, mère de 2 enfants et très attachée à sa fille. Madame de Sévigné mène une vie mondaine dont elle se fait savoureusement l'écho. Elle fait de l'information au jour le jour. Ces lettres qu'elle adresse à sa fille, ce sont des chroniques de la cour, des chroniques de la vie parisienne, des potins très souvent, méchants même. Mais c'est infiniment précieux. On lui doit quand même quelques anecdotes indispensables sur la cour de Louis XIV et sur la société de l'époque. En chroniqueuse des temps anciens, cette veuve qui ne se remariera jamais s'est toujours montrée intéressée par les événements marquant son siècle. Extrait d'une de ses lettres en plein procès du surintendant Fouquet. Samedi au soir. Monsieur Fouquet est entré ce matin à la chambre, on l'a interrogé sur les octrois. Il a été très mal attaqué et s'est très bien défendu. Je ne sais quel bon ange l'a averti qu'il avait été trop fier. Il s'en est corrigé aujourd'hui comme on s'est corrigé de le saluer. On ne rentrera que mercredi à la chambre, je ne vous écrirai aussi que ce jour-là. L'existence chaste qu'elle s'imposa n'aura à jamais tranché avec sa vie de salon et son style si enjoué. La marquise de Sévigné s'est éteinte il y a 310 ans à Grignan, en pleine Provence, là où sa fille, au bras d'un comte, s'était installée. Je vais vous dire, Madame Rosten, quand j'étais petit, mes parents m'adoraient, et surtout ma grand-mère. Et j'étais déjà comme je suis, naturellement, mais je ne le savais pas. Enfin, je veux dire que je ne savais pas la différence qu'il y avait avec les autres. La bosse, c'est traître, ça vous vient par derrière, on ne la voit pas. Chez les paysans, il n'y a pas d'armoire à glace, on ne se voit que dans les yeux de sa mère, et naturellement, on s'y voit beau. Un jour, mon voisin qui était très gentil m'a dit « Oh, le joli petit bossu !» Alors j'ai demandé à ma grand-mère « Qu'est-ce que c'est un bossu ?» Alors elle m'a dit
c'est vrai que tu es un joli petit bossu, parce que tu as un peu le dos rond. Et c'est parce que tu n'es pas comme les autres qu'on t'aime beaucoup. Alors je lui ai dit, qu'est-ce que ça veut dire un bossu? Alors elle m'a chanté une vieille chanson. Je ne me rappelle pas la musique, mais les paroles, ça disait comme ça. Un rêve m'a dit une chose étrange, un secret de Dieu qu'on n'a jamais su. Les petits bossus sont de petits anges qui cachent leurs ailes sous leur par-dessus. Voilà le secret des petits bossus. C'est joli, mais c'est pas vrai. Moi, je l'ai cru jusqu'à 10 ans. Je croyais que les ailes me poussaient, et souvent ma grand-mère me chantait la chanson, qui était beaucoup plus longue que ça. Seulement les grand-mères, Madame Rosten, c'est comme le mimosa. C'est doux et c'est frais, mais c'est fragile. Un matin, elle n'était plus là. Une bosse et une grand-mère, ça va très bien, on peut chanter. Mais un petit bossu qui a perdu sa grand-mère, c'est un petit bossu tout court. La Rochelle. Voilà une destination qui pourrait vous intéresser. Il ne faut pas sous-estimer les villes de province et celle-ci a un charme fou. En fait, il s'agit d'un port sur l'Atlantique, un port millénaire ayant eu une importance commerciale capitale dans le passé. Pour avoir été protestante au XVIIe siècle, la ville fut assiégée et vaincue par le roi car le royaume de France était catholique. Mais très vite, l'activité maritime reprit et la ville retrouva sa richesse en commerçant avec la Nouvelle-France, l'actuel Canada et les Antilles. Ici, l'architecture est particulière, avec ses arcades qui, comme dans les siècles passés, protègent de la pluie et du soleil commerçants et promeneurs. Aujourd'hui, La Rochelle est une destination touristique recherchée pour ses plages ensoleillées et sa vie culturelle. Elle accueille de nombreuses manifestations artistiques, la plus connue étant sans doute les Francopholies, le plus grand festival de la chanson francophone en France. Des chanteurs célèbres y sont invités. Mais le festival a aussi pour but de faire découvrir de nouveaux talents. Tous les styles de musique y sont présents, même les plus marginaux. Et si, comme moi, vous êtes amateur de bonne cuisine, vous trouverez sûrement votre bonheur dans l'un des 400 restaurants de la ville, surtout si vous appréciez les fruits de mer, qui sont bien sûr la spécialité de la région. Encore toi? Mais qu'est-ce que tu viens faire ici, au beau milieu de l'après-midi? Bah, je passais par là, j'avais une petite faim, alors j'ai pensé que c'était une bonne occasion pour venir goûter tes fameux petits biscuits au chocolat. Mes chocomousse? Mais Stéphane, tu plaisantes, j'espère. J'en donne à personne, même pas aux enfants. Alors à toi? Oui, mais moi je suis ton copain. Le fait que tu sois mon copain ne change rien à l'affaire. Et puis, mon copain, c'est toi qui le dis. De toute façon, il n'y a pas de copains qui tiennent. Si tu veux des chocomousse, tu fais comme tout le monde, tu vas t'en acheter. En plus, ils sont en promotion en ce moment, moins 15%. Qu'est-ce que tu dis de ça? Je dis que t'es plus mon copain. Tant pis. Pour me consoler, je vais manger un chocomousse. Dis pas au revoir surtout. C'est bon. Mais chocomousse, il est fou lui. Chocomousse, avec plus de cacao pour régaler toute la famille. Sans additifs ni conservateurs, voir composition détaillée sur le paquet. Avec plus de 33 000 boulangeries sur le territoire, le pain, qui appartient à notre patrimoine national, reste un produit traditionnel très consommé par les Français. Fabriqué à base de farine, d'eau et de sel, la pâte fermente sous l'action de la levure ou du levain. Lorsqu'il porte la mention « pain de tradition française », il ne doit subir aucun traitement de surgélation au cours de son élaboration et ne contenir aucun additif. Depuis quelques années, les clients se voient offrir une variété de plus en plus importante de pains. Qu'il s'agisse de la baguette ordinaire ou de la baguette tradition, des pains spéciaux au levain, au seigle, aux noix, au lardon, aux olives ou de campagne, tous sont faits maison puisque le pain vendu en boulangerie doit normalement être fabriqué sur place. Si vous voulez en savoir plus sur ce produit, je vous invite à consulter le site de l'EPI, Centre d'information de la filière pain. Avouez que le nom est évocateur. Nouvelle tendance dans nos assiettes, la cosméto-food ou comment devenir beau en mangeant. Après nous avoir convertis aux alicaments, ces produits alimentaires censés nous soigner comme des médicaments, l'industrie agroalimentaire nous propose aujourd'hui la cosméto-food, dont les prétendues vertus nous permettraient d'être à jamais jeunes, beaux, minces et en bonne santé.
L'agroalimentaire surfe sur la vague du culte de l'apparence et comme de plus en plus de consommateurs associent l'idée de bien-être à la nourriture, elle supplante sur leur propre terrain les traditionnelles recettes de beauté que sont la cosmétique, le sport ou même la chirurgie esthétique considérée par beaucoup comme trop invasive. Ces nouveaux produits alimentaires s'attaquent à tous nos problèmes de beauté, qu'il s'agisse de silhouette, de peau, de cheveux, d'ongles et j'en passe. Fini les crèmes à se tartiner sur le visage pour conserver une peau de bébé. Les recettes de beauté sont soi-disant désormais dans l'assiette. Yaourt anti-rides, chocolat anti-acné, jus de fruits ou lait anti-âge, boissons auto-bronzantes, la liste s'allonge de jour en jour. Alors, science ou marketing? À vous d'en décider. Suite à la décision prise par la Commission européenne, les concombres trop courbés, les carottes tordues, les choux boursouflés et les courgettes palottes pourraient bien réapparaître dans les rayons des supermarchés et des vendeurs de primeurs dès l'été prochain. En effet, depuis une vingtaine d'années, tous devaient correspondre à des normes de taille, de couleur et de forme très précises, faute de quoi, ils étaient impitoyablement écartés du marché et métamorphosés en purée, en sauce, en confiture ou en tout autre produit permettant de dissimuler leur imperfection. Certains d'entre eux finissaient même à la poubelle, ce qui, compte tenu des prix alimentaires que l'on connaît aujourd'hui, est proprement scandaleux. Comme elle le souhaitait, la Commission européenne a donc abrogé la loi qui imposait à 26 fruits et légumes des normes relatives à leur apparence. Sont concernés par exemple les abricots, les artichauts, les asperges, les aubergines, les avocats et les carottes. Marianne Fischer-Boel, membre de la commission chargée de l'agriculture et du développement rural, a déclaré que dans la conjoncture actuelle, caractérisée par le prix élevé des denrées alimentaires et les difficultés économiques généralisées, les consommateurs devaient avoir la possibilité de choisir parmi une gamme de produits la plus large possible. Elle a ajouté qu'il était absurde de jeter des produits parfaitement comestibles au simple motif qu'ils sont de forme irrégulière. Cette nouvelle mesure a pour objectif de mettre fin à l'excès de bureaucratie mobilisée pour contrôler ces normes. Ces vérifications ont un coût dont l'Europe se passerait aisément. D'autre part, cette décision doit permettre aux consommateurs de bénéficier d'un plus large choix de produits et d'éviter le gaspillage de ces fruits et légumes qui ne correspondaient pas aux normes jusque-là en vigueur. Enfin, la Commission européenne espère qu'une quantité accrue de fruits et légumes présents sur le marché permettra de proposer aux consommateurs des produits à des prix plus abordables. Nous écoutons Marie Lelon, notre correspondante permanente en Bretagne. Bonjour Marie, quelles sont les réactions dans votre région ? Bonjour François. Eh bien, curieusement, cette mesure ne fait pas l'unanimité ici. Pour les agriculteurs, il s'agit d'une fausse bonne idée de la Commission européenne. Nous avons rencontré Adrien Kervelec, maraîcher dans l'Ille-et-Vilaine, qui nous a donné son avis sur la question. Nous, les agriculteurs, on ne va certainement rien gagner dans cette histoire. Si les normes européennes n'existent plus, la grande distribution va nous imposer les siennes. Et ça risque d'être pire pour tout le monde. Ils nous imposent déjà les prix, et on voit le résultat. De toute façon, les clients, ils n'achètent que les produits standards. Si un légume est trop tordu ou s'il est trop petit par exemple, ils le laissent dans le rayon parce que bien sûr il est plus difficile à éplucher, à couper ou à râper. Les gens maintenant, ils veulent que tout ait l'air parfait. On s'intéresse plus à l'apparence qu'au goût des produits. Alors les normes, qu'elles existent ou pas, le résultat est le même. Quelles sont vos craintes exactement ? Nous on craint surtout que les prix soient encore revus à la baisse avec cette histoire. On ne demande pas la lune, on veut seulement vivre décemment de notre activité. C'est normal, non ? Une société qui ne rétribue pas correctement ceux qui la nourrissent, qu'est-ce qu'elle vaut ? On ne doit pas être totalement dépendant des autres pays, d'autant plus qu'avec les risques d'augmentation des prix des carburants, c'est ridicule de faire voyager des fruits ou des légumes qu'on peut produire ici. On a besoin d'une agriculture forte, mais à force de nous mettre des bâtons dans les roues, on va nous faire disparaître. D'un côté, en effet, il paraît bien sûr absurde de jeter des produits tout à fait consommables pour la seule raison qu'ils ne correspondent pas à l'esthétique souhaitée. Par ailleurs, si les consommateurs refusent de les acheter, à quoi bon les mettre en vente ? Merci Marie. Bien qu'elle n'ait pas été approuvée par la France, cette modification devra s'appliquer sur notre territoire comme dans les 27 pays de l'Union. 10 autres fruits et légumes, les pommes, les agrumes, les kiwis, les laitues, les pêches et les nectarines, les poires, les fraises, les poivrons, le raisin et les tomates restent soumis aux normes de Bruxelles. Toutefois, chaque pays pourra, s'il le souhaite, déroger à la règle à titre individuel. Rappelons que les fruits et légumes sont indispensables à une bonne alimentation. Riches en fibres, en vitamines et en minéraux, ils constituent une part essentielle des apports quotidiens nécessaires à notre santé. Mais du fait de leur coût élevé, on constate que de plus en plus de Français sont amenés à ne pas en consommer suffisamment. Pour encourager les enfants à adopter dès leur plus jeune âge de bonnes habitudes alimentaires, l'Union européenne a aussi pris la décision de distribuer des fruits et des légumes aux écoliers, pour une valeur de 90 millions d'euros par an. Cette mesure devrait aussi bénéficier aux agriculteurs européens.
Tendance Serge Van Brugge du weekend.be. Bonjour Serge Van Brugge. Bonjour Sébastien. Eh bien aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser au consommateur le plus tendance du moment. J'ai nommé le locavore. Alors, on connaissait déjà les herbivores, qui ne mangent que de l'herbe, les carnivores qui mangent de la viande. Eh bien, les locavores se préoccupent quant à eux de l'origine géographique de leurs aliments. En fait, ils se moquent plus ou moins du goût de l'aliment en tant que tel. Ils s'intéressent davantage aux conditions de production et surtout à la quantité de pétrole et de CO2 qu'il leur a fallu produire pour arriver à commercialiser tel ou tel aliment. Autrement dit, les locavores ne consomment que des aliments produits tout près de chez eux et qui n'ont certainement pas dû être acheminés en avion. Donc ces locavores, s'inscrivent à fond dans la grande tendance du développement durable. Effectivement, l'idée c'est d'opter pour une nourriture respectueuse de l'environnement. C'est de consommer écolo, entre guillemets, en privilégiant le marché local. Local pour locavore, vous l'aurez deviné, et donc en chouchoutant les fermiers bio des environs et les marchés locaux. En fait, le terme est apparu aux États-Unis, et là, le concept de proximité est un peu plus large, puisque les locavores se limitent à un rayon de 200 km, vu l'étendue du territoire. Mais le principe est le même. Le locavore boycotte les aliments qui viennent de loin et qui sont donc importés en avion, que ce soit les bananes, le riz, les épices, le café. Donc ce n'est vraiment pas facile, c'est un véritable sacerdoce. Cela dit, on peut être malgré tout un tout petit peu locavore en consommant du café certes, mais en faisant attention à son mode de vie. Et en tenant compte, par exemple, des saisons pour la consommation de fruits et de légumes. Oui, parce que tout le monde sait que certains fruits Serge sont produits chez nous, qui sont produits chez nous, enfin, le sont dans des serres surchauffées, on peut les trouver toute l'année. Exactement. Et qui dit serre chauffée dit consommation de pétrole et de CO2. Bref, le locavore fait attention aussi à cela et calque sa consommation sur les saisons. Donc, ce n'est pas seulement le principe de la nourriture kilomètre, entre guillemets, qui sensibilise ce consommateur-là, ce sont aussi les méthodes de production à 2 pas de chez lui, avec une prédilection, vous l'aurez compris, pour le bio et le naturel, d'où aussi la volonté pour le vrai locavore de consommer sa propre production et d'en revenir au bon vieux potager d'antan. Oui, mais attendez, si on habite en ville, qu'on n'a pas de jardin, qu'on n'a pas le temps d'aller sur les marchés locaux, alors on fait quoi ? Eh bien, si on n'a pas le temps et si on est obligé de faire ses courses au supermarché, c'est pour la majorité d'entre nous, on peut malgré tout devenir un tout petit peu locavore, en faisant attention aux fruits et légumes de saison, je le répète, et en choisissant aussi, en ce qui nous concerne, le Made in Belgium bio. Et puis bientôt, ce n'est pas de la science-fiction, on pourra avoir des étiquettes carbone sur les produits de consommation courante. Au même titre que les prix ou le nombre de calories, les aliments pourront bientôt mentionner la quantité de CO2 qui aura été nécessaire à leur fabrication et à leur acheminement. Bref, si je vous ai bien compris, Serge, l'idée est de conscientiser au mieux le consommateur pour lutter contre le réchauffement climatique. Oui, parce que c'est nécessaire, certes, et donc les locavores sont à fond dans cette tendance comportementale. Mais on a parfois l'impression que le business joue de plus en plus sur cette corde sensible-là pour en faire un argument marketing de plus. Parce que, justement, c'est dans l'air du temps. Prenez les pubs des constructeurs automobiles, par exemple. Avant, c'était à celui qui frimait le plus. Aujourd'hui, c'est à celui qui rejette le moins de CO2 dans l'atmosphère. Attention, c'est bien, mais parfois ça devient franchement risible. Cela dit, pour en finir avec les locavores, je terminerai avec une initiative louable qui montre que le monde de l'entreprise est lui aussi de plus en plus sensible à cet aspect des choses. Aux États-Unis, la cantine du siège de Google a été rebaptisée Café 150 parce que tout ce qui est servi là-bas est dorénavant produit dans un rayon de moins de 150 miles, comme quoi il est aussi possible de proposer ce service locavore à ses employés malgré eux. Remarquez, quand on s'appelle Google, on peut tout faire. On a les moyens.